Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur un mano à mano politique dans la campagne d'entre-deux tours. Les deux candidats se marquent de très près. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se livrent une bataille sans merci. Multiplication des déplacements, des meetings et des attaques. L'analyse et le débat avec de nombreux invités en notre compagnie sur cette situation bien sûr. Et déjà, c'est cap sur les élections législatives avec les ambitieux calculs du Front National, le pari des Républicains et le défi du mouvement En Marche. Sur tous ces thèmes, le match des idées opposera le démographe Hervé Lebras à Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia. Enfin, l'entretien, mon invité nous propose une parenthèse dans cette campagne et une autre manière aussi de voir la France. Félicité Herzog publie La France retrouvée chez Flammarion. Loin de toute forme de déclinisme, elle propose un regard réaliste, mais pas fataliste sur notre pays. Le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos réactions et questions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Ils étaient 1 millier dans les rues de Paris. Ces lycéens s'opposent au système électoral et ne veulent ni d'Emmanuel Macron ni de Marine Le Pen. Cette mobilisation fait suite à un appel national lancé par le mouvement Génération Ingouvernable qui s'organise contre les élections. Des affrontements ont éclaté entre des manifestants et les forces de l'ordre. Selon le rectorat de Paris, une vingtaine de lycées étaient mobilisés. À Rennes, une manifestation similaire a eu lieu avec plusieurs centaines de personnes. Front National. Du nouveau dans l'affaire des emplois fictifs du Front National. Le Parlement européen estime son préjudice potentiel à près de 5 millions d'euros. Une précédente estimation évaluait ce préjudice à près de 2 millions d'euros. Des procédures de recouvrement sont en cours, mais elles sont contestées par les élus du Front National. 2 assistants parlementaires ont déjà été mis en examen. Les Républicains. Le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, annonce qu'il ne briguera pas de nouveau mandat de député. Il explique vouloir passer le témoin à la nouvelle génération pour se consacrer entièrement à ses fonctions de maire adjoint d'Annecy. L'ancien président de l'Assemblée nationale conservera ses fonctions chez les Républicains. Il est à ce poste depuis la victoire de François Fillon à la primaire de la droite. Jean-Christophe Cambadélis. Pour le premier secrétaire du PS, le refus de Jean-Luc Mélenchon d'appeler à voter pour Emmanuel Macron est une faute politique. Jean-Christophe Cambadélis appelle l'ancien candidat à redevenir lui-même. Quand on est un responsable politique du niveau qui est le sien, on ne biaise pas dans la lutte contre le Front National. Mais vous l'expliquez, vous le comprenez? Ah non, je ne le comprends pas du tout. Pour moi, la lutte contre le Front National, quand on est de gauche, est un réflexe spontané. Ce n'est pas une introspection, une interrogation, une consultation. C'est le combat de tout temps. Terrorisme. 2 policiers ont été légèrement blessés sur l'île de la Réunion. Ils étaient en train d'interpeller un homme soupçonné de radicalisation. Mais celui-ci a refusé de se rendre et a tiré au fusil. La procédure s'effectuait pour apologie du terrorisme. Et dans l'actualité, c'est un mano à mano, un corps à corps politique et très médiatique. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se livrent une bataille sans merci. Alors dans cette campagne d'entre-deux tours, il n'y a plus de temps mort, le tout sur fond d'insatisfaction. Beaucoup de Français ne se reconnaissent pas dans ce duel, et en particulier les jeunes. Sur tous ces aspects, nos invités ce soir, Nathalie Segonde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Opinion. À vos côtés, François-Mickey Marty, bonsoir. Président de l'Institut Via Voice. Georges-Marc Benamou nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, producteur, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date qui s'intitule « Dites-leur que je ne suis pas le diable » aux éditions Plomb. À vos côtés, Antoine Bueno, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur, auteur du livre « Nos votes » paru aux auditions Autrement. On va en parler, il est d'actualité. Alors avant d'entrer dans le vif de notre débat, mesdames, messieurs, d'abord la bataille sur le fond et la forme entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le mano à mano s'intensifie. On voit tout cela avec Jordan Klein. Labourer le terrain et ne pas laisser un centimètre à son adversaire. Plus que jamais, Emmanuel Macron et Marine Le Pen battent la campagne. Pour l'un comme pour l'autre, il faut convaincre. Alors chacun ratisse sur des terres qui lui paraissent favorables. Ainsi la candidate FN aux aurores ce matin chez les pêcheurs du Gros du Roi, là où le vote FN se cristallise. Vous avez entendu M. Macron dire « je ne supporte pas le terme de pénibilité associé au travail ». Bien sûr qu'il y a des travaux qui sont des travaux extrêmement pénibles.
Ça veut dire qu'il faut que ceux qui font ce travail-là puissent bénéficier des fruits de leur travail. Emmanuel Macron s'est lui rendu à Sarcelles où près de 30% des électeurs ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, des voix à conquérir. Contrairement à hier sur le site de Whirlpool, l'accueil entre selfies et autographes est apaisé. L'occasion de tenser la candidate FN. La France, ça n'est pas ce visage haineux et rétréci que porte Madame Le Pen. Je ne la laisserai pas porter ce visage de la France. Je ne la laisserai pas banaliser ce qu'est le parti du Front National, qui est un parti xénophobe. À 10 jours du deuxième tour de la présidentielle, l'objectif pour Emmanuel Macron, éviter la faute de frappe, alors que les sondages le donnent toujours largement vainqueur. Le duel Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui déroule cette stratégie du bulldozer. Emmanuel Macron, on voit, est bien décidé à contre-attaquer. Georges-Marc Benamou, il n'y a plus de temps mort, plus de répit, un combat sans merci avec une stratégie vraiment très offensive de Marine Le Pen. Très. Elle a fait une mauvaise campagne, tout le monde s'est accordé à le dire pour le premier tour, où elle a été banalisée, concurrencée par les souverainistes d'hiver, relativement neutralisée par la fameuse phrase de M. Poutou. Là, visiblement, une autre campagne, c'est pas une formule, s'est engagée dans cette campagne dès dimanche soir par la faute de relative, discutable, etc. Mais la faute, en tout cas de perception, elle a repris l'avantage. Et dans ce match de boxe nouveau qui s'est ouvert, c'est-à-dire dimanche soir, la faute de la Rotonde, lundi, l'initiative, et hier, elle a marqué des points, elle était à l'initiative. Et c'est un peu inquiétant. Alors, cet après-midi, il a marqué, comme on l'a vu, et il a été applaudi par les banlieues, mais il n'empêche qu'il est assez inquiétant qu'elle imprime les cartes postales et qu'elle fasse des cartes postales aussi efficaces que le faisait, et j'en sais quelque chose, Nicolas Sarkozy en 2007, qu'elle soit à l'initiative des débats et que Emmanuel Macron soit à la défensive. Donc il y a quelque chose d'inquiétant auquel viennent s'ajouter les événements d'aujourd'hui, c'est-à-dire des lycéens, pas tous les lycéens, qui vont manifester, on en parlera peut-être, oui, en détail, sans mémoire. Manipulés par l'extrême gauche en mettant sur le même plan Madame Le Pen et Monsieur Macron, l'extrême droite et la République. Et il y a quelque chose d'inquiétant aussi dans ce que j'appellerais la fatigue de la liberté, on le voit sur les réseaux sociaux, de tous mes amis ou de pas mal de mes amis qui ont voté Mélenchon et qui, de manière indigne, comme le faisaient les Allemands, les communistes allemands qui ont permis l'accession d'Hitler, comparaison n'est pas raison, mais c'est la même situation politique, ont plutôt favorisé l'accession d'Hitler plutôt qu'aider les sociodémocrates allemands en 1933. Alors je ne veux pas dramatiser, dire que, et je ne dis pas que Madame Le Pen est Hitler, mais je pense qu'il y a une sorte... hein, quand même. Non, mais je pense qu'il y a dans l'irresponsabilité honteuse de M. Mélenchon quelque chose de la décomposition des âmes et de la morale qui inquiète. Et je tiens à saluer ici la position en revanche du Parti communiste et de Pierre Laurent qu'il faut distinguer, qui a été digne et républicaine. Je vais un petit peu bousculer, on reviendra sur la stratégie de Marine Le Pen, mais je vais tout de suite aller sur le nini, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Certains lycéens, aussi des étudiants dans la rue, Antoine Benoît, mais au-delà. Moi, j'ai vu une enquête aujourd'hui dans les Échos qui dit que vraiment moins d'un Français sur 3 n'est pas satisfait de ce duel, de cette affiche de second tour aujourd'hui. Alors, je crois effectivement que l'abstention, mais je pense qu'autour de cette table, tout le monde sera d'accord, risque, enfin pour moi, c'est pas un risque, mais pourrait être supérieur, voire largement supérieur à ce qu'on a pu observer au premier tour, ce qui n'a rien d'étonnant concernant le premier tour, parce qu'on a beaucoup fustigé la campagne, en particulier sa qualité. Moi, je trouve qu'elle a été au contraire extrêmement passionnante. Les Français se sont passionnés et il est normal qu'à partir du moment où le score est serré, où il y a des candidats extrêmement clivants, eh bien, il y a eu ce sursaut d'aller voter au premier tour. Alors que là, au second tour, ça va être autre chose. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit par Georges-Marc Benamou, parce qu'en ce moment, on est en train de vivre quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la transformation de cet entre-deux tours en un énorme point Godwin. Je ne sais pas si tout le monde voit précisément ce qu'est le point Godwin. C'est le moment où on en invoque le nazisme, le ventre immonde de la bête, les heures les plus sombres de l'histoire, parce qu'on est à court d'arguments. Vous prenez d'abord, on n'est pas très loin du point Godwin quand il s'agit de l'extrême droite, et ça n'est pas abusif. Et vous prenez tout cela avec une certaine dérision qui m'enchante. Non. Vous aurez peut-être, moi, écoutez, ma vie est faite, j'irai écrire des livres, je ferai de la résistance, etc. Vous vivrez dans un pays asservi, avec des polices politiques, et avec l'extrême droite, vous ne savez pas ce que vous faites.
comme M. Mélenchon. Bon, alors donc Point Godwin. Quelle manière dérisoire. Enfin, on n'est pas dans un film de Woody Allen, monsieur. Mais là, au-delà là, c'est très affectif. Oui, C'est très affectif. Mais alors, vous êtes surtout n'importe quoi. Non, mais au-delà de ce qui vous oppose, Jean-Marc Benamou, il y a une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de Français, semble-t-il, et c'est le cas, qui sont vraiment, j'allais dire, frustrés, qui sont désabusés par ce second tour, cette affiche là-dessus. Ça n'empêche pas que... Oui. Ben oui, non, mais parce qu'en fait, il y a deux machines qui sont en marche en ce moment. Il y a celle d'Emmanuel Macron, on lui souhaite bon vent, et puis il y a une machine à culpabiliser, à stigmatiser des comportements qui sont tout à fait justifiable. Vous me faites penser à M. Ménard, vous me faites penser à Robert Ménard, le maire de Béziers. Vous allez finir comme ça, comme M. Mélenchon va finir comme ça, comme M. Mélenchon. Mais pas les communistes, qui eux sont clairs et républicains, et qui ont la mémoire de l'histoire, monsieur. Vous vous rendez compte que c'est très grave ce que vous faites là? L'amalgame entre quelqu'un qui défend l'abstention... C'est très grave de dire Mme Le Pen, l'extrême droite, c'est la même chose que la République. Moi, je ne dis absolument pas sur ça. Un point, mais absolument pas. Absolument en prenant l'abstention, c'est ce que vous faites avec M. Mélenchon. On a le temps, vous allez pouvoir développer vraiment votre argumentaire et vos propos et que vous défendez chacun à votre tour. Mais Nathalie Seconde, juste sur un point. J'ai remarqué, c'est vrai, il y a une véritable crispation autour de l'abstention. On l'a vu malheureusement avec même certains confrères et consoeurs dans certains médias. L'abstention devient un acte presque qu'il faut combattre apparemment. Y a un souci là dans cette campagne, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de front républicain. Mais voilà, c'est le résultat de 15 ans de banalisation du Front National, auquel c'est un travail qui a été mené par Marine Le Pen, mais on y a tous participé collectivement. Enfin, Marine Le Pen est invitée dans toutes les émissions désormais politiques, de façon tout à fait... on l'interroge comme on interroge n'importe qui, on traite le Front National comme un parti lambda, etc. Donc c'est le résultat d'une œuvre collective, si j'ose dire. C'est même le résultat du comportement d'Emmanuel Macron lui-même dimanche soir, qui parle à peine de Marine Le Pen, qui parle à peine du score du Front National, qui se réjouit de son propre score, mais comme l'a souligné François Hollande le lendemain, il y a une banalisation. Enfin, c'est quand même Marine Le Pen qui est au second tour. Donc tout le monde y a participé. Et on en est là. Alors comment s'étonner ensuite que les Français n'aient pas envie d'aller voter? Parce qu'en plus, on a un débat qui est en train de s'installer, qui est totalement caricatural. Alors à l'initiative de Marine Le Pen, mais qui dénonce Macron comme l'incarnation de la mondialisation sauvage, et elle comme celle qui protège. Cette caricature, elle est en train de l'installer depuis hier, et ça marche et ça polarise, et beaucoup de Français ne se reconnaissent pas ni d'un côté ni de l'autre. Ce que vous disiez, elle imprime, et François Miquet-Marty, à l'inverse, quand Emmanuel Macron, ou d'autres d'ailleurs, la renvoient à sa xénophobie, réelle ou supposée, ce n'est pas à nous de juger, c'est une campagne électorale, c'est normal qu'il y ait ce combat-là, quand tout le monde la renvoie à l'extrême droite, etc., est-ce que ce sont des arguments efficaces, justement, pour mobiliser ceux qui, dimanche, vont peut-être se dire, moi je préfère rester chez moi? Non, manifestement, ça n'est pas suffisant. Parce qu'on a, contrairement à ce qu'on dit parfois, on a tendance à considérer qu'on a deux France, la France d'en haut et la France d'en bas, la France d'en haut étant incarnée par Emmanuel Macron, la France d'en bas par Marine Le Pen. Bon. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Lorsqu'on interroge les Français sur la victoire qu'ils souhaitent pour ce second tour, la moitié seulement, souhaite la victoire d'Emmanuel Macron, 28% la victoire de Marine Le Pen, et 21% ne veulent surtout ni de l'un ni de l'autre. Donc, il y a en réalité trois France. Et par ailleurs, il faut ajouter à ça que parmi les électeurs et de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, il y a des gens qui appartiennent, alors, certes dans des proportions différentes, mais à la France d'en bas ou à la France d'en haut, et inversement. Donc le tableau est plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe sur le fond? Parce que ce débat est très intéressant, comme les débats souvent ici sur ce plateau. Qu'est-ce qui se passe sur le fond? En 2002, Jacques Chirac était le garant des valeurs de la République. Il se présentait comme tel, et il avait une crédibilité comme telle. Aujourd'hui, Emmanuel Macron pourrait se poser comme le garant des valeurs de la République. Mais son histoire n'est pas la même. Et au fond, on a deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui nous rassemble? Et deuxièmement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, est-il véritablement en mesure d'incarner ce qui rassemble tous les Français qui s'oppose à Marine Le Pen? Son histoire, vous savez, je vais très vite, je termine, ne vous inquiétez pas. Non, au contraire, c'est le point le plus important. Oui. C'est toutes les saccades de cette élection présidentielle. Il y a eu des primaires sur des électorats restreints, puis des premiers tours très différents. Et là, on passe en quelques jours d'un premier tour avec 11 candidats à un second tour où tout est redistribué. Ce que disait Georges-Marc Benamou est très juste. C'est sur le fond une nouvelle campagne électorale. Mais voilà que
face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron serait sommé d'incarner ou de représenter tous ceux qui souhaitent s'opposer à Marine Le Pen. En a-t-il l'identité, voire la capacité, en termes d'image, et deux, quels sont ces éléments qui nous rassemblent? Je vais vous laisser réagir tout de suite, parce qu'il me semble que ce soit un point très important. Je voudrais juste qu'on écoute Emmanuel Macron ce soir, invité de TF1, où justement, il dit qu'il incarne ce rassemblement. Il appelle en tous les cas au rassemblement. Mais la plupart de celles et ceux qui, depuis lundi, sans parler d'autre chose, font ces leçons de morale, c'est incroyable, c'est qu'ils ont banalisé Madame Le Pen. Moi, j'en tire toutes les conséquences. Je suis aujourd'hui celui qui doit rassembler le camp des Républicains. Je suis aujourd'hui celui qui doit créer l'unité d'une France fracturée face justement à Madame Le Pen, qui porte un visage, qui est celui du parti du Front National, qu'on connaît depuis des décennies. J'ai malheureusement grandi avec un paysage politique français marqué par ce parti. C'est celui de la haine, du refus de l'autre et d'une France rétrécie. Georges-Marc Benamou, il est de lui-même, il doit rassembler. Oui, ce n'est pas naturel. je veux dire une chose très simple. Je pense qu'il faut être très relatif. Ce n'est pas une question de fan club, de participation, de soutien à un club de sport. Je ne partage pas toutes les positions de M. Macron. J'entendais encore M. Cazès, son délégué à la sécurité tout à l'heure, sur une antenne périphérique, etc. Je n'étais pas d'accord avec lui. Mais c'est très relatif. Entre un leader de l'extrême droite et un républicain, le réflexe évident de quelqu'un qui est structuré, qui a de la mémoire politique, qui a une conscience politique, quand on sait quel est le chaos politique, quand on sait quelle est l'histoire de l'Europe et l'importance de l'Europe dans la paix qu'elle nous a amenée depuis plusieurs générations, qu'on veut sortir de l'Europe et la détricoter dans un chaos, quand on a entendu des électeurs de M. Mélenchon cet après-midi qui disaient « je vais voter Madame Le Pen car je veux la révolution et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs » dans la bouche d'un gamin de 19 ans, même mon fils qui écoutait la radio a pouffé en disant « il y a encore des gens comme ça ». Voilà l'irresponsabilité de cette confusion qui a été créée par M. Mélenchon. Mais attendez, Georges-Marc Benamou, vous mettez tout sur le dos de Mélenchon, je veux bien, mais il y a quand même... Aujourd'hui, c'est le problème. M. Sarkozy, M. Fillon, ils ont été beaucoup plus clairs. 7 millions et quelques de Français qui sont derrière Marine Le Pen. Dans ce que j'appelle le populisme de gauche. C'est-à-dire on n'est plus dans l'extrême gauche, ni dans une extrême gauche républicaine, inspirée par Jaurès. Il y avait le choix. Il y a ces deux éléments hybrides dans Mélenchon. Il y a à la fois du populisme de gauche de type Podemos, et il y a du Jaurès. Aujourd'hui, il a choisi Podemos, c'est-à-dire de faire péter le système, d'accepter que Mme Le Pen puisse arriver au pouvoir, voire et 48% des voix, et de créer le chaos. Je crois que c'est ça qu'il faut dire à nos téléspectateurs. Moi, je ne suis pas amoureux de M. Macron, mais entre une fasciste xénophobe et un républicain plutôt libéral, il n'y a pas photo. Moi, je crois que la question centrale, et je vais même être d'accord avec une partie de ce qui a été dit, c'est vous allez mettre une demi-abstention, alors peut-être. Mais on ne peut pas discuter là. Enfin, si. C'est le principe du débat et de cette émission. Vous souriez parce que vous trouvez ça amusant. C'est moi qui gère le débat. C'est là que allons vous êtes sur le fond, c'est le plus important. Un tout petit peu léger. Vous ne servez pas votre propos. Attendez, messieurs, vous cessez de rappeler que le moment est grave, alors essayons de tenir ce débat. Exactement. Donc moi je dis qu'on est d'accord sur l'objectif. L'objectif, c'est lutter contre le Front National. Il y a plusieurs stratégies possibles pour ça. La stratégie qui a jusqu'ici été appelée des vœux de tous les partis républicains, c'était celle du vote utile. Et il s'avère que, à mon avis, et je pense que je ne suis pas le seul à le penser, il y a énormément de gens qui vont s'abstenir parce qu'ils font ce constat-là, c'est une stratégie qui nous mène droit dans le mur, c'est-à-dire droit à la victoire du Front National. Parce que c'est justement cette stratégie du vote utile qui exonère les partis dits républicains de proposer des réformes structurelles, en particulier des réformes institutionnelles. Et c'est à cette source-là que le Front National se nourrit. Vous savez, il y a un caricaturiste là qui a sorti un dessin qui était très drôle. C'était des gens qui étaient sur un barrage et qui disaient « c'est marrant, plus on fait barrage, plus ça monte », évidemment. Et c'est pour ça qu'à mon avis, de manière urgente, il faut faire voler en éclats la stratégie du vote utile. Et moi, je propose quelque chose d'alternatif qui n'a jamais été essayé. C'est la stratégie de l'abstention utile, en regardant droit dans les yeux les électeurs du FN. Parce que si on les stigmatise, si on les met à part, on a juste perdu la bataille. Si on réouvre pas le
le dialogue pour leur dire que quand on veut contester et protester, quand on est appelé aux urnes, il vaut mieux aujourd'hui s'abstenir et demander des réformes institutionnelles que voter FN, eh ben moi j'encourage les uns et les autres à porter ce message-là, parce que c'est peut-être comme ça qu'on va régler le problème. Je vous donne la parole, je veux juste savoir l'avis de Nathalie Segonde, parce qu'il y a deux visions qui s'opposent là. Je voulais juste rappeler un point quand même. Enfin, je trouve que on peut critiquer le comportement de Jean-Luc Mélenchon. D'abord, il n'est pas le seul. Honnêtement, moi, je suis extrêmement choquée par l'attitude de Martine Aubry aujourd'hui. Ah bah oui, oui, ça je vous la rajoute à la liste. C'est voilà, la liste de la honte. Quand même à gauche, vous avez raison. quand même pas le seul. C'est pas comparable. Si vous me permettez, enfin, le résultat est le même. On repassera peut-être cette bande dans quelques années. Et on verra les conséquences historiques de ce type d'irresponsabilité. C'est pas un argument rationnel, ça c'est très affectif. On peut tout à fait trouver indigent le Front républicain, et j'ai été le premier à l'écrire, indigente la diabolisation qui a été menée contre le Front National, inefficace les mesures, mais c'est pas une raison pour se jeter dans la gueule du loup. Mais pourquoi on ne s'interroge pas sur les raisons qui ont conduit à cette situation et pourquoi les responsables politiques en sont arrivés là? Ils ont été éliminés. Oui, je voulais juste dire quand même que Mélenchon, c'est quand même lui qui fait baisser Marine Le Pen. C'est quand même grâce au vote Mélenchon que Marine Le Pen n'est pas devant Emmanuel Macron à la sortie de ce premier tour. Donc évidemment que son électorat, cet électorat qui est venu qui aurait pu voter Le Pen, qui a voté Mélenchon, va repartir naturellement sur Marine Le Pen au second tour. Et j'imagine que c'est pas étranger à la position ou l'absence de position aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon. Mais on peut pas tout lui mettre sur le dos. Enfin, il contribue à faire passer Marine Le Pen. Quand même, à Hénin Beaumont, on peut rappeler aussi sa position, c'est vrai, en 2002 face à Jacques Chirac. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure François Mickey-Marty. Je vous pose la question, Jean-Marc Benamou. C'était face à Jacques Chirac. Jacques Chirac qui avait son histoire politique, son parcours, etc. Et qui, il est vrai, face à l'époque Jean-Marie Le Pen, a su fédérer, créer ce rassemblement, même un électrochoc dans le pays. Aujourd'hui, s'il n'y a pas cet électrochoc, à qui la faute? Pas forcément à Jean-Luc Mélenchon. Non, mais écoutez, la faute, on pourrait faire des thèses, etc. La faute aux 15 ans qui nous séparent de 2002, la faute à une certaine, vous l'avez dit, une certaine banalisation du Front National, la faute à la décomposition des esprits, la faute à l'émotionnel des réseaux sociaux, la faute à la bêtise ambiante qui fait que des gamins de 16 ans vont dire Macron, Le Pen, c'est la même chose. La faute à un chômage de masse, probablement, la faute à la peur des Français pour leurs enfants. Donc la réponse à faire baisser le Front National, oui, faire repartir l'économie, oui, avoir des clés de répartition qui nous permettent d'avoir pas 5 millions de chômeurs, oui, une réflexion sur l'identité et l'immigration, oui, des réponses réelles par la politique. Et c'est là-dessus qu'il faut faire pression. Donc ça sert à rien d'avoir pris des électeurs au Front National pour lui en redonner avec un petit bonus. Mais vous vous rendez bien compte que notre système institutionnel que vous connaissez bien autorise certaines décisions qui sont globalement des décisions centristes, qui ne sont pas forcément des décisions immobilistes, mais globalement conservatrices, alors que notre système interdit de véritables réformes en profondeur. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, notre système interdit de mener une politique écologique extrêmement ambitieuse, de même de réformer la formation professionnelle. Il faut donc modifier les institutions, et c'est la raison pour laquelle moi je ne mets pas dos à dos l'abstention de Mélenchon et l'abstention de Martine Aubry, parce que Mélenchon proposait une réforme institutionnelle de fond qui était capable de débloquer le verrou de toutes les politiques qui sont menées. Donc ça me semble être une abstention qui peut se défendre, qui peut être légitime. Alors que l'abstention de, par exemple, les Républicains ou d'une partie du monde socialiste, alors que ces gens-là appartiennent globalement à cette grande famille centriste légèrement teintée de droite ou légèrement teintée de gauche, à laquelle appartient aussi Emmanuel Macron, ça me semble beaucoup plus difficile à défendre. Il y a un plan, sans être point Goodwin, puisque l'exemple des communistes allemands de 33 ne vous va pas. Il y a les populistes russes de la fin du 19e qui n'étaient pas marxistes. En général, ça arrive, cette dégradation, cette décomposition, c'est quand les gens quittent le marxisme. En tout cas, les populistes russes voulaient plus de malheur pour que la révolution explose. Face à cette situation. Vous êtes un peu comme cela. Jean-Marc Benamou, que vous dénoncez, et on a compris la gravité de vos propos et de vos comparaisons. Il n'empêche, 7 millions et quelques de Français ont quand même voté pour Marine Le Pen. Nous verrons ce qu'ils feront dimanche prochain. Face à cela, François Mickey-Marty, on l'a entendu encore ce soir sur TF1, Emmanuel Macron, il veut rassembler. Alors, on appelle au rassemblement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot rassemblement quand on sait qu'au soir du premier tour, dit-on, est-ce que c'est le cas, il y a 4 France, 4 visages de la France. Alors quand il dit qu'en l'espace d'une semaine, il veut réconcilier ces France, quelle est sa méthode? Oui, toute la question est là. Et toute la question est redoublée par le fait que Emmanuel Macron, pour une large part, doit son succès à sa volonté de dépasser le système politique traditionnel. Ça a fonctionné, ça fonctionne. Mais d'une part,
Il n'a peut-être pas cette patine et cette résonance avec l'ensemble de la société française que pouvaient avoir d'autres dirigeants politiques. Et puis d'autre part, il est lui-même sur une logique de transgression comme l'est Marine Le Pen. Et donc, une partie de la société française ne se retrouve pas nécessairement. C'est-à-dire qu'au fond, toute l'ironie de l'histoire, c'est que cette élection est purement, pourrait-on dire, une élection de transgression, d'établissement d'autre chose. Sauf que par définition, ça bouleverse les habitudes, les réflexes, les traditions électorales et une partie des évidences. Et on voit bien le procès qui est fait à Emmanuel Macron, qui au fond est un procès en artifice. On le connaît assez mal. Alors on pose des questions. C'est-à-dire qu'au fond, sa force... C'est le moment de savoir avant de voter, quand même. Et les raisons de son succès reposent sur sa nouveauté. Et évidemment, on va dire, mais alors ce monsieur qui a l'air compétent, vous montriez des enquêtes d'opinion tout à l'heure, au fond, est-il véritablement en mesure de fédérer un grand nombre de Français? Est-il en mesure d'incarner, d'être en osmose avec une partie de la société française, avec l'histoire de France? Et ce sont des questions qui se posent. Et ces questions, j'allais dire le pire est qu'elles sont légitimes, elles sont compréhensibles tout au moins. Voilà. On a d'une certaine manière les électeurs qui ont voté Macron, quand on regarde, 40% d'entre eux déclarent l'avoir fait par défaut contre les autres. Donc on a déjà un Emmanuel Macron qui doit une partie de son succès et de sa dynamique parce qu'il a permis de rejeter en gros le Parti Socialiste et LR, pour faire simple. Voilà. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on se retrouve avec cette candidature Macron qui, en regardant tout à l'heure votre émission, on se frotte parfois un peu les yeux. On dit, mais au fond, cet homme, il y a 2 ans, on ne le connaissait pas. Et on le voit là, en superposition à la porte de l'Élysée. On comprend que ça suscite des doutes, des interrogations, etc. Donc, d'une certaine manière, l'évidence Macron, elle est moins forte que l'évidence, même si on comprend bien les raisons de Georges-Marc Benamou d'opposition à l'extrême droite. Non, mais c'est le moins pire qu'il faut choisir aujourd'hui. Mais le problème... Mais qu'est-ce que ça veut dire, le moins pire? Le moins pire pour le fonctionnement des institutions et de la démocratie. Mais Jean-Marc, je vais vous dire ce que je pense sincèrement. Nous sommes sur un plateau de télévision et vous êtes un intellectuel, un écrivain qui parle. Mais pour ceux qui vivent les difficultés dans leur chair, qu'est-ce qu'il faut leur dire, ces gens-là? Le moins pire? Une économie qui pourrait continuer à marcher. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on ferme les usines, qu'on continue à en ouvrir, une société qui n'est pas fracturée dans la guerre civile, des libertés publiques qui sont là, des chaînes parlementaires qui puissent continuer, une culture qui puisse continuer à fonctionner. Enfin, je n'ai pas envie de vivre dans un État poutinien ou de rappeler, à cause de certaines irresponsabilités de l'extrême gauche, dans un État qui ressemble au Sud Franco. Mais je crois que le problème, il est plus ancien que Macron. Il remonte probablement à la fin de François Mitterrand. Il y a un problème d'incarnation. On voit bien que Chirac est un président de transition, on voit bien qu'on a 2 petits présidents, et je pense que la France a un problème de dépression nerveuse qui remonte à probablement l'après-guerre, de ce passage entre une très grande nation, le 2e empire du monde, à un État, une puissance moyenne, et qu'on a raconté des histoires, on a fait du violon. De Gaulle a été un merveilleux enchanteur, puis Mitterrand. Ensuite, il y a des gens qui n'ont plus enchanté. Donc plus personne n'arrive à refaire unité de ce pays fracturé. Donc on a des présidents presque, des candidats socio-styles. On a le représentant des cadres New Age, on a le représentant des instituts exaltés qui est Mélenchon, donc on a des candidats socio-styles. Oui, il y a un problème d'unité, d'incarnation, qui est un problème lié à la nation. Vous le dites même pour le candidat Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qui est être français? Voilà. Et qu'est-ce que réunir les Français? Et ça, la réponse, personne véritablement ne l'a. Malheureusement, alors que le moment est important, oui. Le message, c'est pas aux gens qu'il faut l'adresser, ces pauvres gens qui n'ont rien compris, qui hésitent alors qu'ils ne devraient pas, alors qu'ils ont toutes ces libertés. D'ailleurs, heureusement, effectivement, qu'on est dans un état de droit et qu'on a toutes ces libertés. Mais ça, nul n'en disconvient. Le message, c'est la classe politique qu'il faut l'adresser. Vous parliez d'électrochoc. Il n'y a qu'un seul électrochoc qui est possible. C'est justement de voir la stratégie du vote utile voler en éclats et d'avoir demain un score d'Emmanuel Macron qui sera heureusement évidemment gagnant, parce que vous pouvez jouer à vous faire peur et faire toutes les projections possibles. Emmanuel Macron gagnera cette élection, mais peut-être pas avec un score important. Vous êtes bien sûr de vous, là? Bien sûr. Écoutez, je sais pas, il y a quand même des réalités. Je vois pas où Marine Le Pen va chercher plus de 50% des votants. Si vous arrivez à me le démontrer, moi je suis le premier à entendre. Avant la démonstration, on va justement rejoindre le meeting de Nice, c'était tout à l'heure, et vous allez réagir, Nathalie Segonde, parce que Marine Le Pen, elle a une stratégie qui est très claire. Est-ce qu'on peut la comparer d'ailleurs à une stratégie entre guillemets militaire, du blitzkrieg? C'est rapide, c'est efficace, c'est l'offensive. On l'écoute. Vous voyez derrière les phrases creuses fabriquées par les communicants et prononcé par un orateur souvent sentencieux et narcissique, il y a
en effet un projet de dilution de notre pays, de ses valeurs, de ses repères, de sa justice sociale, de son unité. M. Macron est notre antithèse parfaite. Son projet mondialiste, oligarchique, immigrationniste, individualiste et ultra-européiste va à l'exact inverse du nôtre. Car oui, mes amis, je vous le dis, cette élection présidentielle est un référendum pour ou contre la France. Moi, je vous appelle à choisir la France. Nathalie Seconde, je vais vous laisser réagir sur cet extrait, mais expliquez-nous. Là, Marine Le Pen était ce soir à Nice, sur des terres à droite, très à droite, etc. Ce matin, elle est allée voir les pêcheurs. Hier, les ouvriers de Whirlpool. Comment on peut à la fois, et dans un espace-temps qui est très limité, s'adresser aux électeurs potentiels de Jean-Luc Mélenchon et à ceux de François Fillon? Comment est-ce qu'on peut avoir ce grand écart politique et idéologique et penser les ramener? C'est toute la force du Front National en ce moment d'ailleurs. Ils ont les deux. Ils ont le Front National du Nord et le Front National du Sud. Le Front National du Nord qui parle plutôt à un ancien électorat de gauche, un ancien électorat communiste, et le Front National du Sud qui parle à un électorat fondamentalement de droite et donc qui n'est pas sur les mêmes thématiques. Là, elle parle de la France, elle parle du travail. Hier à Amiens, elle parlait du peuple. C'est deux discours très différents, mais elle a fait ça depuis le début, Marine Le Pen. Et à chaque fois, l'objectif est d'enfermer finalement Emmanuel Macron dans sa caricature. C'est vrai qu'il l'incarne. Il est voilà, l'ancien banquier, l'énarque, le fils de bonne famille, de la bonne bourgeoisie amiénoise. Et donc, lui, il essaie d'écarter cet étau. Hier soir à Arras, il essaie de s'adresser, d'avoir un discours plus social, de s'adresser à la France qui souffre. Il essaie de parler du travail, des quartiers qu'il va rénover, etc. Mais il a du mal, il a énormément de mal à sortir de cette caricature. C'est beaucoup plus efficace un discours avec les gros sabots comme ça qu'un discours compliqué comme celui que Macron essaie de tenir aux ouvriers de Whirlpool, où il essaie de leur expliquer que fermer les frontières, sortir de l'Europe, ça ne va absolument pas régler leurs problèmes. Mais elle est dans les caricatures, elle est dans la facilité, elle est souvent dans la démagogie. Et ça marche auprès de toute une catégorie de la population. Donc lui fait un pari sur l'intelligence, oui. Voilà, l'intelligence des Français. Il essaie de parler à l'intelligence des Français. Et honnêtement, on est dans un débat totalement caricatural. Je le regrette, mais voilà. On est quand même dans un pays qui a disqualifié Alain Juppé parce que dans des réseaux sociaux d'extrême droite, on a lancé cette rumeur d'Ali Juppé dans laquelle personne ne croyait. Et qu'elle a été formidable. Il n'y a vraiment efficace. que cela qui lui a nui, Georges-Marc Benamou, soyons vraiment je pense honnêtes. Que ça fait partie des scuds qui ont déstabilisé. C'est pour vous dire l'ambiance. C'est-à-dire que c'est pas le blitzkrieg, c'est le gros rouge, on appelle ça, et chez Sarkozy, on appelait ça le gros rouge. On sort le gros rouge, on raconte que c'est l'anti-France, on raconte qu'il est immigrationniste, oligarchique, etc. Tout le mot qui plairait à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Et on ment. Et il y a quelque chose du martelage, de la fake news et de la campagne de Trump. Et plus on martèle, et plus on raconte des messages, et plus c'est vrai, etc. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Nathalie, il est trop dans la complexité d'intelligence dans un monde de l'émotionnel et du simplisme. Et il aurait pu anticiper, en tout cas, il aurait pu anticiper dans sa première campagne, en étant plus régalien. Certaines personnes lui avaient conseillé de se chevènementiser un peu. N'avait-il pas voté chevènement en 2002, c'est-à-dire découvrir aussi que la laïcité peut être une force verticale protectrice, parler plus d'autorité. Donc malheureusement, il s'est fait un peu enfermer dans cette caricature de l'anti-France, France d'en haut, et ça, il l'a mal anticipé, quel que soit le talent de ses équipes. Des responsabilités. Est-ce que, Antoine Benoît, c'est sa responsabilité à lui ? C'est Emmanuel Macron qui doit rassembler, qui doit provoquer cet électrochoc. C'est lui qui doit faire baisser cette abstention. Parce qu'on a parlé des responsabilités de tous. C'est d'abord la sienne dans cet entre-deux-tours. Mais c'est exactement ça. Moi, d'ailleurs, je ne lui jette pas la pierre parce que, évidemment, l'exercice est extrêmement difficile. En revanche, la seule chose que je lui reproche, c'est que, comme sa concurrente d'ailleurs, il ne s'adresse pas jamais à la première force politique du pays, c'est-à-dire aux plus de 22% de gens, 22% du corps électoral. Attention, parce que les autres pourcentages des
des participants à l'élection présidentielle, c'est des pourcentages des votants. Ça, il faut l'avoir très clairement en tête. Donc 22% du corps électoral qui se sont abstenus. Et alors Emmanuel Macron semble les oublier, semble ne pas s'être aperçu qu'on a découvert l'abstention, non pas dans son aspect quantitatif, mais dans son aspect qualitatif, c'est-à-dire qu'on a découvert que la plupart des abstentionnistes, c'était plus des pêcheurs à la ligne, c'est des gens qui avaient un discours politique, une démarche politique plus ou moins élaborée et qui avaient une aspiration à plus de démocratie. Qu'est-ce qu'ils proposent en termes de réforme institutionnelle? Pas grand-chose, ou alors des pichenettes. Et moi, je dis quelque chose d'extrêmement simple. La réforme institutionnelle, ça va être la baguette magique qui va tout résoudre. On dirait que vous pensez que... Je vous dis une chose très simple. Très simple. Si Emmanuel Macron, puisque visiblement son programme est évolutif, tant mieux. Si demain il propose la reconnaissance, peut-être, mais en tout cas ils sont plus que deux. S'il propose la reconnaissance du vote blanc, vous allez avoir un grand nombre d'abstentionnistes actifs qui voteront, et moi je serai le premier, pour lui. Bon, ça les réintègre dans le jeu républicain. Attendez, juste une chose, parce que tout ce que vous dites là, qui est passionnant, qui est différent, qui est contrasté de ce côté-ci du plateau, ça entraîne une question qui me semble très importante, François Mickey Marty. Je voudrais y revenir quand vous avez dit le moins pire. Expliquez-nous comment en France, dans ce grand pays, on a eu quand même une campagne avec 11 candidats, et quand même ils ont représenté un large éventail des choix. On arrive aujourd'hui à dire le moins pire dans une démocratie comme la France. Choisir le moins pire, c'est terrible pour des électeurs, des citoyens. Oui, parce que, alors il y a plusieurs, je ne sais pas si on a toute la nuit pour en parler, mais on va essayer de synthétiser. Oui. On casse l'antenne, vous restez Voilà, cassons l'antenne. Il y a bien sûr le discrédit des résultats, au fond, pour tous ceux qui ont gouverné. Je crois que l'un des premiers éléments de critique, c'est ça. On a voté Sarkozy, on a voté Hollande, et moi, si je suis électeur, est-ce que ma situation à moi s'est améliorée? Donc, voilà, il y a cette critique-là. Ensuite, il y a une critique, enfin une difficulté plus exactement, qui est celle de la représentation au sens très profond du terme. C'est-à-dire parmi tous ces candidats, lequel me représente moi vraiment? Et dès lors que le principe même de représentation est mis en cause, j'ai beaucoup de mal à trouver le candidat qui me représente. D'ailleurs, est-ce que M. Lassalle représente tous les gens du monde paysan? Est-ce que M. Poutou représente tous les ouvriers? La question se pose et ça ne fonctionne pas très bien. Autrement dit, ce sont des fondamentaux de notre système qui ne fonctionnent pas bien. Et puis, il y a une quête très profonde dans cette élection qui aboutit à ce second tour et qui est assez qui n'est pas réalisée de manière satisfaisante, qui est la quête d'une transformation profonde et en même temps qui ne fasse pas peur. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui les 2 tiers des Français qui s'estiment inquiets pour leur avenir personnel, les 2 tiers. Donc, quand on est inquiet, d'abord, on veut changer les choses pour que ça aille mieux, mais en même temps, on n'a pas envie de prendre des risques. Et beaucoup de candidats, certes, proposent des transformations, mais on est inquiet par ce qu'ils peuvent nous proposer. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on ne va pas payer davantage d'impôts? Est-ce que ça va se retourner éventuellement contre nous ou pas? Lorsqu'on regarde, d'ailleurs, c'est intéressant, on a fait une enquête sur les électeurs qui n'ont pas envie de voter pour Emmanuel Macron, ce qu'ils lui reprochent. Alors, certains disent qu'il va être peut-être dans l'immobilisme. Une fois qu'il sera arrivé au pouvoir, il ne fera pas ce qu'il entend faire. D'autres disent qu'il va segmenter parce qu'il a un côté en faveur de la responsabilité individuelle, donc ça risque de fracturer le pays. D'autres disent qu'il est le candidat des banques, etc. Donc, au fond, ça renvoie toujours à cette idée de ce qu'un dirigeant est véritablement en mesure de réaliser. Or, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est une transformation forte qui nous protège, voire qui nous élève. Et c'est pas anodin le résultat du second tour. Il n'est pas fortuit. Ce sont 2 candidats. C'est un chemin de crête, là, pardonnez-moi. Changer, mais ah oui. Dès lors que vous changez, en protégeant. Dès lors que vous changez, il y a quelques risques. Mais ce résultat n'est pas fortuit. Marine Le Pen, elle est exactement là-dessus. C'est de la transformation et elle entend protéger. Elle entend protéger les Français en fermant une partie des frontières avec du protectionnisme, etc. Mais Emmanuel Macron aussi a utilisé ce discours-là. Emmanuel Macron aussi, en particulier dans la fin de la campagne, il a dit « je veux un changement fort, mais je veux en même temps protéger ». Alors il supprime la taxe d'habitation, il veut une assurance chômage, une allocation chômage universelle, etc. Mais cet idéal-là, de la transformation qui rassure, je pense que par nature, il est difficile à assouvir. Je retiendrai ce concept, la transformation qui rassure. Il est difficile à assouvir. Du temps tous pour conclure, non, mais c'est très important. Nathalie Segonde, vous avez parlé tout à l'heure de l'intelligence, on parie sur l'intelligence. Selon vous, est-ce qu'il faut parler d'abord à la raison ou au cœur? Est-ce qu'il faut parler avec son cœur, ses tripes ou sa tête dans ce genre d'élection-là? Quand on arrive vraiment dans un mano à mano aussi dur, brutal parfois. Pour une élection aussi, on est dans une vieille monarchie finalement républicaine. Donc pour une élection aussi importante que la présidentielle, dans le président, les Français projettent tout, enfin tout et n'importe quoi. Donc il faut évidemment parler aux deux. Enfin c'est le roi qu'on élit le 7 mai. Donc effectivement, Emmanuel Macron, il a un déficit
il a un déficit d'incarnation très fort, il est trop récent, il est trop nouveau, on ne le connaît pas, et il y a un doute sur lui, il y a un doute sur ce qu'il veut faire, il y a un doute sur sa sincérité, il y a un doute sur qui il est qu'il est l'héritier de François Hollande, est-ce qu'il va renverser la table comme il en donne l'impression, parce que lui aussi, finalement, il arrive ici porté par cette vague de dégagisme, la même vague qui porte Mélenchon et Le Pen, elle porte Macron aussi, sauf que on se dit, bon voilà, peut-être qu'il va renverser la table, mais peut-être ça sera moins risqué qu'avec Le Pen. Je pense que c'est ce qui peut le sauver, entre guillemets, enfin ce qui peut faire qu'il sera finalement élu. Mais il y a quand même, il aura un énorme problème de légitimité ensuite. Enfin, il n'aura pas d'état de grâce, ça sera extrêmement compliqué, ça sera extrêmement difficile. Moi, je suis plus inquiète pour l'après 7 mai que pour le 7 mai. Contrairement à... Mais je note quand même un discours beaucoup plus mesuré qu'au soir du premier tour où il y avait cet écart. Georges-Marc Benamou, on voit bien que la campagne, et on ne le dit pas pour faire durer un suspense, etc., rien n'est acquis, rien n'est joué. C'est vraiment une campagne et il faut la jouer jusqu'à la dernière seconde. Oui, avec effectivement, il ne faut pas minorer le désir de résultat sur le chômage, sur l'économie, le sentiment d'avoir prise sur les événements et l'incurie des différents gouvernements, enfin du temps de Sarkozy, du temps de François Hollande. Mais néanmoins, moi, ce qui me désole et profondément m'attriste, que ce soit en lisant vos propos ou en voyant les jeunes lycéens ou en écoutant Madame Aubry ou Monsieur Mélenchon, c'est ce que disait Montesquieu déjà, ce que déplorait Montesquieu, c'est la fatigue de la liberté. Alors, les Français sont fatigués de la liberté, fatigués d'être libres. Et c'est ça qui m'effraie aujourd'hui. Non, mais alors... Bon, bah évidemment, on n'est pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai un discours qui est absolument pas fait de grandes déclarations. Parenthèse, vous prenez des risques en affichant un tel discours, c'est le cas ? Je sais que c'est pas très bien vu, mais c'est juste le fruit d'une réflexion, d'une analyse consistant à dire qu'à mon avis, pour beaucoup d'abstentionnistes, ils ont le sentiment d'avoir un choix de dupe, un faux choix sous les yeux, parce que en l'absence de l'électrochoc dont on parlait tout à l'heure ou de réforme institutionnelle, ils ont le sentiment, et je le partage, que c'est soit le Front National maintenant, soit le Front National dans 5 ans. Vaut mieux l'avoir tout de suite. Vaut mieux l'avoir tout de suite. Je dis pas ça. Je dis pas ça. On peut vous remercier. Je dis pas ça. Mélenchon. Je dis rien du tout, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il vaut mieux avoir le FN dans de mauvaises conditions pour le FN que dans de bonnes conditions pour elle, avec une majorité peut-être dans 5 ans. Et c'est un véritable discours, c'est une véritable question et vous ne pouvez pas la balayer avec des déclarations d'intention. C'est un débat passionné, passionnant pour une campagne de second tour électrique à mano, et un peu le cas ici aussi. Merci en tous les cas pour avoir défendu vos arguments et pour votre analyse ce soir. On va continuer évidemment notre émission et vous en avez parlé, Nathalie Segonde. Ce qui va être important, c'est l'après, et notamment les législatives, avec les ambitieux calculs du FN, le pari du parti Les Républicains et le défi du mouvement En Marche. Sur tous ces thèmes, le match des idées va opposer dans quelques instants le démographe Hervé Lebras à Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. A tout de suite. Public Sénat crée l'événement en diffusant les meetings des 2 finalistes de l'élection présidentielle. Retrouvez demain celui de Marine Le Pen. Un meeting à suivre demain à midi sur Public Sénat. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats. Mais je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas le président de la République ici, vous êtes simplement mon contradicteur, et j'entends bien... Non, pas de cette façon-là. Il est évident qu'un plan de coupe, par exemple, ça a l'air de rien, mais un plan de coupe peut ridiculiser l'argument de l'adversaire. Moi, je sais ça. Et à l'époque, on ne savait pas ça vraiment dans les débats télévisés. L'histoire des élections présidentielles se confond avec celle des duels télévisés inventés il y a plus de 40 ans. Un moment démocratique incontournable, désormais organisé, contrôlé et mis en scène par notre société de l'information. Ça fait partie, bien sûr, peut-être d'un rapport de plus en plus direct de l'information aux téléspectateurs. Duel présidentiel, samedi à 22h sur Public Sénat.
Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, c'est votre émission en direct. On va plus loin pour évoquer déjà la bataille de l'après qui se prépare en ce moment. C'est la bataille des élections législatives de juin, souvent présentée comme le 3e tour de la présidentielle. Ce scrutin pourrait réserver de nombreuses surprises. On va en parler avec nos invités ce soir. Hervé Lebras, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, démographe, chercheur émérite à l'Institut national d'études démographiques et auteur de Malaise dans l'identité aux éditions Actes Sud que nous voyons ici. Avec nous ce soir, Alexandre Malafaye, bonsoir. Bonsoir. Président fondateur de think tank Sinopia. Et récemment, vous avez lancé un appel pour, rappelez-moi... Un appel en faveur d'un Grenelle de la démocratie. Voilà, vous nous direz quelles sont les suites de cet appel. Absolument. Et déjà, messieurs, je vous le disais, les législatives sont dans toutes les têtes. À chacun ses calculs et ses ambitions. On en parle juste après ces précisions. Les stratégies s'affinent dans la perspective des législatives. À droite, on espère effacer la cuisante déconvenue du premier tour. Une manière de tourner la page avec un scrutin qui lui serait favorable. Alors on joue des coudes. François Baroin se dit déjà prêt à gouverner en cas de cohabitation avec Emmanuel Macron. Le PS espère aussi se refaire une santé à l'occasion de ces élections. Mais les stratégies divisent. Si Manuel Valls parle d'alliance avec le prochain président, Jean-Christophe Cambadélis refuse toute alliance, synonyme de disparition du PS. Au-delà, les grands gagnants de la présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, espèrent tous les deux conserver leur dynamique pour remplir les bancs du Palais Bourbon. Le mouvement En Marche souhaite un profond renouvellement des parlementaires. La moitié de ces derniers viendrait de la société civile. L'autre ne devrait pas être issu des partis traditionnels. De quoi bouleverser les grands équilibres de la future Assemblée. Voilà, et si on en parle déjà, Hervé Lebras, c'est parce que ces élections sont vraiment dans toutes les têtes. Déjà, tous les partis se préparent. Tous les partis et les deux candidats d'ailleurs, puisque c'est même un reproche qu'on leur a fait. Et ceci dit, il y a une extrême incertitude. Et l'incertitude porte notamment sur le niveau de l'abstention. Parce que selon le niveau de l'abstention, on aura beaucoup de triangulaires ou même quadrangulaires, ou peu et des duels. Et si l'abstention est forte, on risque fort de... Enfin, on aura vraisemblablement une chambre de droite. Parce que la droite, en cas de duel, bénéficie du report si elle est face à la gauche du Front National et si elle est face au Front National du Front Républicain. Et c'est ce qui s'est produit au cantonal, où bien que le FN était à 28,5%, 28%, il a eu 34 cantons, quand la droite en a eu 1200 et la gauche 800. Donc ça va beaucoup se jouer sur ce premier point. Ensuite, il faudra que la gauche et la droite arrivent à exister. Et puis enfin, que si Macron est élu président, il y aura un élan pour ce qu'on appelle toujours une majorité présidentielle, parce que les Français aiment la politique. Mais il y a un moment où, surtout quand on va partir en vacances, ils aimeraient bien que ça soit derrière eux, et donc que la machine se mette en marche. À ce moment-là, il y aura, si Macron passe, un avantage assez fort pour lui, mais il risque de ne pas être suffisant. Et donc la question qui est évoquée d'une majorité de droite n'est pas du tout farfelue. Ce que je trouve un peu farfelu, c'est que ce pauvre, enfin, le pauvre, mais Baroin, a d'abord été Premier ministre de Sarkozy, puis ensuite il a été Premier ministre de Fillon, et maintenant, voilà, Premier ministre de Macron. Il manque plus que Le Pen, on va dire. Mais les places sont bonnes, tout le monde le sait. On est toujours dans la même logique. Mais il y a les places, Alexandre Malafaye, et il y a le projet. Parce qu'évidemment, l'ambition de la droite, vous l'avez dit, Hervé Lebras, c'est de gagner ces élections législatives, c'est d'imposer cette cohabitation. Mais avec quel projet? Parce qu'on a bien compris qu'ils ont critiqué, non pas seulement la personnalité et le candidat François Fillon, mais également son projet jugé trop dur, pas assez tourné vers les classes moyennes. On a le temps, là, ils ont le temps, à droite, d'élaborer de réinventer un projet. Moi, je suis en fait à ce stade très perturbé. Je pense qu'il y a que des incertitudes, peut-être à l'exception de trois. Le premier incertitude importante, c'est qu'on a vraiment une montée des contestations, des voix contestataires. On a quand même des pourcentages extrêmement importants avec le Front National et avec Jean-Luc Mélenchon, donc qui sont quasiment à égalité et qui envoient un signal très fort au pouvoir en place. Je mets des X et un S à pouvoir. Ensuite, la deuxième certitude, je crois, à ce stade, c'est que Emmanuel Macron va gagner cette présidentielle, même si, évidemment, la mobilisation doit être là, mais je pense qu'elle sera au rendez-vous. On verra cette fin de campagne, mais je pense qu'il y sera. Et la troisième certitude, à mon
mon avis, et c'est à ce stade, j'ai bien à ce stade, c'est que je pense qu'il n'y aura pas de majorité claire à l'Assemblée nationale. Ça, je pense que ça va être très difficile. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, M. Lebras. Je ne vois pas comment, compte tenu des rapports de force aujourd'hui en présence, comment une majorité claire va se dégager. Quand on regarde le score de M. Macron, finalement, il fait moins bien que Ségolène Royal en 2007 et moins bien que François Hollande en 2012. Si vous prenez en 2012 François Hollande et M. Bayrou, il y a 5 millions de voix d'écart entre les deux. Donc les marges de manœuvre sont très étroites. Aujourd'hui, Marine Le Pen, je crois, est en tête dans 216 circonscriptions et contre 260 pour ce qui est d'Emmanuel Macron. Donc je pense qu'on a une situation d'incertitude absolument incroyable. Et le risque, c'est pas tellement, je pense, que la droite gagne, parce que là encore, je vois pas comment elle va arriver à décrocher 289 députés dans ce contexte-là. C'est plutôt d'une situation où vous avez une vraie montée en pression des partis d'extrême droite et d'extrême gauche, donc Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui vont avoir peut-être 40, 50 députés chacun, ou 30 ou 40. Et là, tout d'un coup, on n'a plus qu'une majorité relative pour gouverner. Et là, sincèrement, je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Non, je dirais que vous raisonnez, au fond, d'une certaine manière, en proportionnel. Mais les élections législatives, c'est un scrutin qui est circonscription par circonscription. Donc c'est un scrutin où il y aura des duels. Surtout beaucoup de triangulaires et de quadrangulaires. Ça dépend. Il faut se souvenir que c'est 12,5% des inscrits, l'élimination. Donc plus il y a de candidats aussi, plus il y a de risques d'élimination. Et si je reprends le cas des cantonales, on a seulement eu un quart de triangulaire sur l'ensemble des cantonales. Et on a eu simplement le taux d'abstention était élevé. Et donc, comme je vous l'ai dit, au résultat, bien que le Front National ait été en tête dans, je crois que c'était à peu près 300 cantons, il en a récolté 34 du fait de cette mécanique des reports. Avec le taux de participation de cette élection qui est plus faible. Mais même, j'avais fait des simulations, il y a quand même une assez forte... Une question, scénario. L'un des scénarios possibles. Emmanuel Macron l'emporte. Vous m'avez dit tout à l'heure, Hervé Lebras, qu'il y aurait presque une logique institutionnelle et politique à lui. C'est ce qu'on a vu dans les... Mais tout est inédit en ce moment. Oui. Est-ce que là-dessus aussi, on pourrait être surpris? Parce qu'on va de surprise en surprise. On peut aussi, je vais faire un paradoxe de logicien, mais on peut être surpris de ne pas être surpris aussi. donc là, je ne m'aventurerai pas. Mais là où je serais d'accord avec vous, je pense que Emmanuel Macron aura du mal à réaliser, même si les Français le désirent, comment dire, que ça se finisse, je pense qu'il aura du mal parce que on va le voir au moment où les candidats seront désignés, l'origine des candidats va compter, donc on va retrouver des clivages plus anciens. Il y a un poids de l'histoire, il y a un ancrage des candidats. En fait, avant, si vous voulez, il y avait cette espèce de logique qui tient le haut, tient le bas avec la politique. Là, aujourd'hui, ce modèle-là, et notamment avec En Marche, c'est terminé. Ce qui faisait la force d'En Marche, dans le cadre de la présidentielle, devient sa faiblesse dans le cadre des législatives. Et si aujourd'hui, on a ce flou réel sur les candidats qui vont être les candidats d'En Marche aux législatives, c'est sans doute parce qu'il y a un malaise. Je crois qu'ils ont dégagé, sorti 14 candidats sur 577 circonscriptions, sur 14 000 candidats plus ou moins déclarés, enfin avec le système d'En Marche. Ça veut dire qu'il y a, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Il y a quelque part quelque chose qui n'est pas très évident à mon avis à gérer. Le risque, c'est qu'il soit très tenté pour gagner quoi qu'il arrive. Après, ce sera de revenir un petit peu sur ses engagements de campagne et finalement de prendre beaucoup de sortants qui sont connus, qui ont un ancrage et qui vont pouvoir peut-être lui assurer une élection. Ça va faire mal au renouvellement. Je pense, d'autant que c'est Delevoye qui est à la manœuvre. Mais justement, sur ce que vous dites sur le modèle En Marche, c'est un mouvement. Eh bien, certains, les soutiens d'Emmanuel Macron, comme Jean-Pierre Mignard, souhaiteraient que le mouvement se transforme, qu'il y ait une mutation vers un parti politique. On l'écoute. Oui. Le mouvement En Marche, il ne doit pas arrêter de marcher. Et s'il n'arrête pas de marcher, il doit effectivement devenir un parti politique. À l'intérieur de la Ve République, vous avez toujours eu des majorités de coalition. Attention, mais le président a toujours son parti. L'UNR ou l'URPR pour les gaullistes, l'UDF pour Valéry Giscard d'Estaing, le PS pour François Mitterrand. Mais ils n'ont jamais gouverné seuls avec leur parti. Il y a toujours eu une coalition de partis. Mais il doit y avoir un parti qui soutienne le projet du président. Et c'est l'objectif d'En Marche qui doit se transformer en parti qui peut être un grand parti démocrate. Voilà, en précisant que c'est quand même encore une campagne d'entre-deux tours et que c'est un scénario, simplement, la victoire d'Emmanuel Macron. Oui, bon, je comprends bien le désir de Jean-Pierre Mignard. Je vous fais réagir à ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut se placer. Ceci dit, je crois que là où il a raison, c'est que quand j'ai regardé, au fond, de quoi se composait sur le terrain le vote Macron, donc, on arrive à reconstituer la carte du vote Macron en additionnant le vote Berry, le vote Barou. Bérou,
y arriver. C'est un vote de campagne en tout cas. Je suis comme Bayrou, je bégaye. Et donc le vote Bayrou 2012, plus la moitié du vote Hollande. Autrement dit, la partie social-démocrate du PS. Donc, ça ne sera pas trop difficile de faire un parti, parce qu'il y a déjà les éléments structurants. Autrement dit, je pense qu'on va plutôt que vers un nouveau parti, vers une recomposition électorale. Des grands blocs auront bougé, ce seront certains recollés, d'autres dissociés. De ce point de vue-là, il y aura sans doute un parti à la sortie pour Macron. Il s'appellera peut-être pas En Marche. Hein, mais est-ce que certains risquent de dire tout ça pour ça ? Un mouvement, voilà, ça fait pas très longtemps, il a réussi à imposer son mouvement et son candidat pour finir en parti politique comme les autres. C'est toute la difficulté de l'exercice dans la durée. Mais bon, après, on a besoin de partis politiques pour organiser la vie politique dans le pays. On a besoin à l'Assemblée nationale d'un groupe parlementaire. Donc tout ça devra s'organiser, se cristalliser. Après, à supposer, mais faisons un rêve. Emmanuel Macron est élu, il est bien élu, il a une majorité, il gouverne. Bon, faisons un rêve, après tout, tant mieux. Hein, on serait tous très contents. Scénario, c'est mieux. Ouais. Scénario. Non, mais on peut imaginer que ça se passe bien. Moi, je n'appelle aucune consigne de vote, mais on peut imaginer que tout se passe pour le coup, pour une fois très bien, et que ça roule. Bon, il va bien falloir qu'il installe son action dans la durée. Donc il aura de fait besoin d'une structure politique pour gouverner. Il faudra bien fédérer ses équipes. Donc ça, après, d'une manière ou d'autre, ça s'appellera un parti. En soi, c'est pas très gênant. L'important, c'est pas tellement le nom de la coquille, c'est ce qu'on met dedans et donc qui il va y avoir dedans. Et là, on voit bien les difficultés qui sont en train de poindre. On l'a vu, vous savez, avec la primaire.org, par exemple, qui a quand même, pour arriver à avoir 5 candidats à la fin qui tenaient à peu près la route, il y en avait 800 qui ont été, entre guillemets, qui sont passés au tamis. Rappelez juste primaire.org. C'était une première citoyenne qui a été lancée au printemps dernier. Bon, voilà, avec la lauréate s'appelle Charlotte Marchandise. Oui. Voilà, donc vous avez 800 pour arriver à 5. Donc là, on voit aujourd'hui, il y a 14 000 chez Emmanuel Macron pour arriver à 577. Je ne sais pas comment ils vont faire. Et le problème, c'est qu'il faut de la compétence. On voit bien dans ces primaires citoyennes que vous avez un brassage de candidatures quand même qui sont beaucoup fantaisistes. Et j'imagine que dans les 14 000 qui sont aujourd'hui entre les mains des équipes d'Emmanuel Macron pour faire le tri, doit être difficile parce qu'il faut quand même à un moment donné, c'est pas le tout de se présenter. Il faut des gens qui sont compétents, qui ont un ancrage, qui ont un peu de charisme, qui sont quand même sérieux, qui connaissent les dossiers. On va aller faire la loi, comme c'est assez sérieux cette histoire. Mais en même temps, oui, vous voyez que je suis macronien de ce point de vue-là, au moins dans le langage. Mais c'est très difficile pour un groupe politique d'exister sans parti. C'est l'expérience qu'on a faite au cours des 5 dernières années avec ce qu'on a appelé la politique des places, parce que on se réunissait sur la place Tahrim, on se réunissait à Place de la République. Il y a eu les indignés dans plusieurs. Il y a eu Occupy Wall Street et tout ça qui était au fond très généreux au début, qui était au fond très démocratique, n'a pas pu prendre forme. Il faut des structures pour qu'un parti existe. C'est triste à dire, c'est dommage, mais il faut. Constat. Pragmatique. Et je me souviens que dans les années 30, il y avait eu de grosses discussions à ce sujet-là sur la nécessité des partis pour organiser la vie politique, parce que c'est très beau une vie purement démocratique, mais ça marche dans des petits cantons suisses, où ça marche à Athènes avec 13 000 ou 14 000 citoyens, ça ne marche pas avec 65 millions de personnes. On a besoin d'une architecture. Oui. Et là encore, les partis politiques sont dans la Constitution. On en a besoin, ils concourent à la vie politique du pays. On en a besoin. Ce qu'il faut, c'est avoir des partis qui ne soient pas des systèmes qui tournent sur eux, qui figent le renouvellement. Mais vous avez inévitable, je crois que. Non, là, pardonnez-moi. Il faudrait dire parti, nous savons que nous sommes mortels. Oui, mais c'est là où on doit changer les règles. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des dérives. Tant que l'humain sera l'être humain, il y aura toujours aussi des déviations. On est d'accord, personne ne sera jamais parfait, aucun système ne sera jamais parfait. Mais on peut faire mieux. Donc on peut aujourd'hui, c'est le sens, pour répondre à votre question, c'est le sens de cette idée du Grenelle de la démocratie auquel on aspire. Il faut refaire la démocratie. En tout cas, il faut la réinventer, la régénérer, réécrire un certain nombre de règles. Vous avez eu un retour des 2 principaux candidats? Pour l'instant, je n'en ai pas, mais on a une initiative qui est en préparation, de façon, on en reparlera en tout début de semaine prochaine, de façon à continuer à porter, si je puis dire, cette idée le plus haut, parce que c'est vrai que c'est pas une fatalité que de subir le non-renouvellement. C'est pas une fatalité que de subir l'inefficacité de l'action de l'État dans la durée. C'est pas une fatalité que de voir ce lien démocratique qui s'érode de plus en plus avec cette montée des vagues contestataires. Donc si on ne refait pas la démocratie maintenant, on risque effectivement, dans les prochaines années, de traverser des périodes politiques encore plus compliquées. On voit bien que là, on a des partis qui sont quasi révolutionnaires, ou révolutionnaires en tout cas, qui sont prêts à appliquer des logiques de rupture extrêmement brutales avec la vie dans laquelle nous sommes installés, soit rupture brutale par rapport aux valeurs auxquelles on est attaché, soit rupture brutale avec l'Europe. Et tout ça, il va falloir le prendre en compte très sérieusement. Et si on n'a pas un peu de résultat, de toute façon, c'est que le résultat qui ramènera
ramènera, si je puis dire, les électeurs à l'extrême droite ou à l'extrême gauche qui les ramèneront sur des logiques plus consensuelles. Oui, ceci dit, bon, si j'avais une prédiction à faire, c'est que le mouvement des Insoumis ou de la gauche de Mélenchon n'aura pas beaucoup d'élus. Il risque de lui arriver ce qui est arrivé à Bayrou en 2007, c'est-à-dire Bayrou avait fait 18,7%, il s'est retrouvé avec moins de députés au MoDem qu'il en avait. Mais en 80 avant. C'est un véritable paradoxe d'ailleurs. C'est un paradoxe, non, parce que il y a un poids de la défaite. Et c'est triste à dire pour Mélenchon, mais ça pèsera, cette défaite. Oui, enfin, Georges Marchais en 80 avec un vrai aussi, c'était le début de la fin pour mais il y avait quand même un groupe communiste à l'Assemblée. Je vous ramène au présent et même au futur, à l'avenir. L'un des mots qui est utilisé par Emmanuel Macron de plus en plus, avant c'était le mot révolution, il en parlait beaucoup, il en parle moins, maintenant c'est rassemblement. D'où cette question, c'est le débat que nous avions tout à l'heure, Hervé Lebras. Rassemblement, ça suppose, c'est ce qu'il a dit, Emmanuel Macron, c'est le constat qui a été fait au lendemain du premier tour, qu'il y a plusieurs France. Certains disent 2 France qui se regardent, d'autres qui disent 4 France, etc. Vous qui êtes spécialiste de cette sociologie-là, on va voir d'ailleurs la carte au lendemain du premier tour. Elles sont combien ces France-là quand on regarde une carte comme celle-là? Écoutez, j'avais une France comme... Alors d'abord, je vous ferai remarquer une remarque qu'avait fait de Morand. Ça ressemble plus à une peinture de Jackson Pollock qu'à une véritable carte. Et d'autre part, c'est très dangereux. C'est une mauvaise façon de faire la carte parce qu'on met celui qui est arrivé en tête. Donc bon, je ne vais pas faire une Mais vous avez raison, on apprend toujours. Mais si pour répondre à votre question, pour arriver dans... il y a très longtemps, j'avais fait un livre avec Emmanuel Todd qui s'appelait L'invention de la France. Et on commençait en disant c'est 100 peuples qui se sont réunis, grosso modo. Et donc je dirais que si on me demande un chiffre, il y a au moins 100 France. Il y a une extraordinaire diversité dans la France. Je trouve d'ailleurs il y avait un très bon article dans Le Monde d'aujourd'hui. Je crois que c'est le géographe d'ailleurs Christophe Guilly qui montrait que c'était beaucoup plus compliqué qu'on ne le disait. C'était pas la périphérie contre le centre. Je dirais c'est pas dans mon article du Monde j'avais montré que ce n'est pas non plus la France le péniste contre une autre France. Il y a des très grands mélanges et déjà à l'époque de l'invention de la France on montrait que en prenant un certain nombre de critères, par exemple l'ancienneté de la religion catholique ou bien la structure familiale ou bien le type de peuplement, on arrivait déjà à couper la France en morceaux. Et quand on entre dans le détail, on y était entré par exemple pour la Bretagne. Alors on dit la Bretagne, c'est catholique, c'est à droite, c'est passé. Mais non, il y a un petit bout de la Bretagne, pas très grand mais important, qui s'appelle le Belgoat, qui a été communiste, qui est maintenant avec les bonnets rouges. Et puis on va à un autre endroit, on va trouver de l'ultra-droite qui est presque vendéenne. Donc dès qu'on entre dans le détail, il y a beaucoup de France. Et justement, c'est le charme de ce pays, c'est-à-dire qu'il faut qu'on vive ensemble, mais on ne peut pas imposer une forme de France. Et le défi, pardonnez-moi, parce que donc dans ce cas-là, s'il y a autant de France que vous ne le dites, le défi du rassemblement, d'abord c'est beaucoup plus nuancé, parce que c'est vrai que les candidats, quand on les écoute, quel que soit le candidat, il y aurait 2 France qui se regardaient comme ça en chien de faïence. Non, c'est beaucoup plus large, diversifié, nuancé. On est toujours tenté par des schémas et par la simplification. Ça permet un peu d'expliquer et de résumer. Mais il y a, je crois, cette France des fractures qui a été très bien, effectivement, présentée par Guilly. C'est un autre Guilly, celui dont je parle. C'est justement qui est plutôt opposé au premier. Voilà, moi, j'aime bien celui-là parce que je trouve que cette France des fractures me paraît quand même particulièrement intéressante. Et elle est confirmée par en fait, de nombreuses analyses. Nous, on a publié il y a très peu de temps avec Sinopia un sondage IFOP. Justement, on s'intéressait aux Français et aux fractures. Et en fait, on se rend compte que dans 90% des Français se sentaient au moins concernés par une, voire plusieurs fractures, mais qui vont de la fracture de la richesse, la pauvreté, fracture avec les élites, fracture en termes de sécurité, fracture en termes numériques, fracture en termes d'éducation. Bon, et ça, je crois que c'est cette France-là aujourd'hui qu'il faut regarder dans les yeux, davantage qu'une France, on va dire. Les problèmes multiculturels, d'ailleurs dans cette analyse, étaient au second plan. Nos problèmes n'étaient pas un problème d'identité. Nos problèmes, c'est plutôt le problème, même pas du vivre ensemble, c'est plutôt des problèmes effectivement très pratiques que les Français ressentent et qui sont liés à la situation économique, au chômage. Ça, c'est une réalité. Et je crois que c'est là où, en fait, les prochains candidats, quels qu'ils soient, devront faire la preuve qu'ils sont capables de réussir. Je crois que c'est ça qu'on attend d'eux. On voit les derniers chiffres de François Hollande. Malheureusement, pour lui, ça termine pas bien avec ce score sur le chômage à 1,3%. Surtout pour ceux qui subissent le chômage. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment... Alors, en tout cas, pour lui, ça ne restera pas un bon signe par rapport à ces 5 années. Mais c'est surtout... Voilà, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est pour ça que ça, les candidats l'ont assez bien compris. Marine Le Pen a très bien compris cette difficulté des Français à laquelle elle veut parler. Et finalement, ce que fait Emmanuel Macron aussi, c'est quand même
même de s'adresser à cette France qui souffre. Et s'il est d'aller à Whirlpool, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire on est sensible à ce qui vous arrive. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faudra travailler. De toute façon, la seule question, la seule chance pour ramener le débat politique de manière un peu sereine et éviter effectivement les grandes révolutions, ce sera effectivement des résultats. Il faut que dans les 5 années qui viennent, on produise du résultat et que le système soit capable de se remettre, si j'allais dire, en marche. Oui, mais c'est aussi, justement, vous l'avez dit, il y a plusieurs fractures. Mais quand il y a plusieurs fractures, ça fait des morceaux assez différents. Et le problème est que justement, les fractures, elles ne sont pas toutes au même endroit. Et donc, ça laisse ouvert de larges possibilités de gérer ces fractures. Et il y a une tendance de simplifier ces fractures et d'opposer deux camps, même encore d'opposer, parce que le système politique y mène avec le second tour, d'opposer une France macronienne ou macroniste. C'est ce qu'on entend depuis plusieurs jours. Or, c'est pas du tout cela. Quand on entre dans le détail, c'est pas du tout cela. Oui, je trouve que la France, de ce point de vue-là, aussi bien du point de vue politique, aussi bien du point de vue des mœurs, c'est comme la soi-disant cuisine française. La cuisine française, c'est une série de cuisines régionales, très différentes les unes des autres. Dans mon petit livre que vous avez cité, je dis, mais dès que je quitte Paris et que j'arrive à 100 km au nord à Amiens, je comprends plus la moitié du menu d'un restaurant, c'est autre chose. Et puis si je vais au sud, ça sera autre chose. Ça, c'est ce qui fait le charme de la France. C'est ce qui fait le charme de la France. Mais justement, c'est ça qu'il faut reconnaître. Mais c'est très dangereux de créer des oppositions. Alors, bien sûr, c'est le fond. Pardonnez-moi, c'est le fond de commerce des partis politiques, mais qui reconnaissent que le clivage, c'est l'ADN de la démocratie. C'est le fond de commerce de la fin de cette opposition. Je suis pas dit, j'étais d'accord avec ça. Non, mais là, moi, je suis tout à fait hostile à cette, effectivement, à cette forme d'élection présidentielle, comme vous. Je pense que en simplifiant au fond le partage politique, elle le rend dangereux. Je crois qu'il faut au contraire garder toute cette diversité, parce que même on est tout à fait terrifié par le Front National. Bon, le Front National, il fait 21,5%. Je veux dire, il n'y a pas de quoi quand même tomber de sa chaise. C'est triste, il faut essayer de voir comment faire avec lui. Surtout qu'on le constate d'élection en élection. Oui, mais d'élection en élection, la fois précédente, elle faisait 18,5%, donc c'est vrai, elle a 3 points de plus. Donc logiquement, elle arrivera à 50% dans à peu près 120 ans, si vous voulez. C'est une vision optimiste des choses. Méfions-nous. En tous les cas, merci d'être allé dans le fond des choses. C'est un calcul de prévision, là. Donc une France beaucoup plus... une diversité, c'est beaucoup plus nuancé qu'un clivage, que deux France qui s'opposeraient ou se regarderaient ainsi. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Dans quelques instants, à suivre le grand entretien avec Félicité Herzog. Et nous allons parler, ça va être vraiment une parenthèse à cette campagne de la France retrouvée. Mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Ils étaient 1 millier dans les rues de Paris. Ces lycéens s'opposent au système électoral et ne veulent ni d'Emmanuel Macron ni de Marine Le Pen. Cette mobilisation fait suite à un appel national lancé par le mouvement Génération Ingouvernable, qui s'organise contre les élections. Des affrontements ont éclaté entre des manifestants et les forces de l'ordre. Selon le rectorat de Paris, une vingtaine de lycées étaient mobilisés. À Rennes, une manifestation similaire a eu lieu avec plusieurs centaines de personnes. Front National. Du nouveau dans l'affaire des emplois fictifs du Front National. Le Parlement européen estime son préjudice potentiel à près de 5 millions d'euros. Une précédente estimation évaluait ce préjudice à près de 2 millions d'euros. Des procédures de recouvrement sont en cours, mais elles sont contestées par les élus du Front National. 2 assistants parlementaires ont déjà été mis en examen. Les Républicains. Le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, annonce qu'il ne briguera pas de nouveau mandat de député. Il explique vouloir passer le témoin à la nouvelle génération pour se consacrer entièrement à ses fonctions de maire adjoint d'Annecy. L'ancien président de l'Assemblée nationale conservera ses fonctions chez les Républicains. Il est à ce poste depuis la victoire de François Fillon à la primaire de la droite. Jean-Christophe Cambadélis. Pour le premier secrétaire du PS, le refus de Jean-Luc Mélenchon d'appeler à voter pour Emmanuel Macron est une faute politique. Jean-Christophe Cambadélis appelle l'ancien candidat à redevenir lui-même. Quand on est un responsable politique du niveau qui est le sien, on ne biaise pas dans la lutte contre le Front National. Mais vous l'expliquez, vous le comprenez? Ah non, je ne le comprends pas du tout. Pour moi, la lutte contre le Front National, quand on est de gauche, est un réflexe spontané. Ce n'est pas une introspection, une interrogation, une consultation. C'est le combat de tout temps. Terrorisme. 2 policiers ont été légèrement blessés sur l'île de la Réunion. Ils étaient en train d'interpeller un homme soupçonné de radicalisation. Mais celui-ci a refusé de se rendre et a tiré au fusil.
La procédure s'effectuait pour apologie du terrorisme. Et c'est l'heure de la revue de presse, on va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens demain. D'abord, Ouest France, Macron qui veut répondre à la colère du premier tour. C'est l'objectif du candidat d'En Marche. Libération à présent, droite dans le mur. La défaite de François Fillon a acté la fracture des Républicains déchirés entre progressistes et conservateurs jusqu'à exploser. C'est la question que pose Libération. Les Échos qui parlent du projet européen de Marine Le Pen face à l'impasse selon le quotidien. Et enfin, La Croix, autre sujet, message de paix avec le voyage, le déplacement très important, politique, symbolique du pape au Caire. Voilà pour cette revue de presse et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invitée ce soir est banquière. Elle est aussi administratrice de l'opérateur de télécommunications Telecom Italia. Elle est aussi et surtout essayiste, auteur également. Son dernier ouvrage s'intitule La France retrouvée. Bonsoir et bienvenue, Félicité Herzog. Bonsoir. Publié chez Flammarion. Alors votre livre, c'est une vraie parenthèse en ce moment dans cette campagne présidentielle. C'est un livre écrit en réaction contre le défaitisme ambiant. Il prend un sens particulier dans cette campagne que nous commentons tous les jours. Au moment où il y a eu beaucoup de critiques, d'attaques, voire d'injures. Est-ce que c'est le moment de rappeler, oui, qu'on vit dans un beau pays, un grand pays ? C'est important de le rappeler. J'espère que ce sera une parenthèse qui se prolongera au-delà de cet entre-deux tours. Et oui, bien sûr qu'il faut rappeler et rassurer les Français sur la beauté et surtout les forces de la France dans un monde où très peu de pays peuvent se comparer en termes de stabilité et de talent. Et ça, il faut le dire et le répéter parce que ce discours lancinant sur le défaitisme et le déclin français finissent par nous atteindre, contaminent le discours politique, est très anxiogène et permet d'alimenter toutes les thèses extrêmes auxquelles nous faisons face. Qui sont ceux, selon vous, qui alimentent, qui nourrissent ce discours ambiant, lancinant, comme vous le dites, du défaitisme, du déclinisme aujourd'hui ? C'est un courant de pensée, d'abord, qui remonte même à l'entre-deux-guerres et qui prône la décadence. Et aujourd'hui, on le retrouve dans la bouche de grands responsables politiques français sur, je cite à un moment dans le livre, la fin d'une souche, l'idée déjà d'avoir une souche. Ensuite, de la fin d'un système, de l'histoire, la fin de l'histoire pour la France. Et ce discours trouve un élan permanent, c'est vrai, dans les médias qui sont une chambre d'écho. Et puis aussi, c'est un créneau porteur parce que c'est plus facile de prôner le défaitisme parce que ça permet de ne pas hiérarchiser les problèmes et de ne pas être constructif. C'est un petit peu jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en même temps, Félicité Herzog, le déclinisme, il se nourrit de souffrances, de fractures réelles. On vient d'en parler dans nos différents débats. Cela, vous ne le niez pas. Ce n'est pas une vision, j'allais dire, béate que vous avez de la France, non. Non, parce qu'il y a évidemment de très grands problèmes. Je les souligne dans le livre, sur évidemment l'éducation, sur la santé, sur la croissance, sur le chômage. Enfin, je ne vais pas rappeler toutes ces difficultés. Enfin, on peut en parler évidemment plus longuement. Mais ce sont des problèmes solubles. Beaucoup de pays aujourd'hui font face à des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles à résoudre, qui prendront plusieurs générations. Je suis très frappée, moi qui suis conseil financier et investisseur, qu'il y a une quinzaine d'années, je travaillais par exemple au Brésil, en Argentine, en Turquie, en Espagne et dans certaines régions asiatiques qui sont aujourd'hui complètement fermées à l'investissement étranger. En France, nous avons, et c'est incroyable d'avoir à le rappeler, une stabilité politique, un état de droit, des infrastructures, et tous ces éléments, si moyennant des efforts, permettraient un renouveau. Ça, c'est le verre à moitié plein. Il y a le verre à moitié vide. Vous le dites d'ailleurs très justement. C'est un système, peut-être un pouvoir politique, médiatique au plus large, et qui empêche, dites-vous, une véritable démocratisation de notre pays. Ça m'a interpellée. Oui. Ce qui me frappe le plus, j'ai passé un assez grand nombre d'années à l'étranger, c'est effectivement le États-Unis, Grande-Bretagne, Russie un petit peu. Le manque de démocratisation de notre pays qui
on a l'impression, est pétrifiée, est vitrifiée, et notamment de ce qu'on appelle communément, et ce qui est éloquent comme expression, la France d'en haut, comme si la France était une série de piles verticales. La France d'en haut est bloquée. En fait, le système de pouvoir tel qu'il a été conçu, me semble-t-il, après la guerre, à la libération, et le produit de cette époque dramatique, n'a pas vraiment évolué. Pourquoi? Parce que chacun défend son précaré, ses intérêts, ceux de ses enfants. On veut que le système perdure pour sa progéniture. On sait à quel point il y a une reproduction sociale et intellectuelle et forcément une stérilisation de la réflexion qui est liée simplement aux voies d'accès de promotion, de sélection des dites élites, des milieux dirigeants, et du manque de diversité. C'est très frappant, vraiment, c'est vrai, quand on a vécu et travaillé dans d'autres systèmes étrangers, de voir à quel point la France est figée et hermétique. Et a peur du changement. Et vous le voyez, vous, d'autant plus fortement, et on va rappeler votre parcours, je vais le citer. Mais là, quand je vous écoute, et vous dénoncez, et on peut le comprendre, ce système, est-ce que pour autant vous adoptez une posture anti-système? Parce que vous savez, là, dans une campagne, certains vont vous rapprocher directement de celle également qui veut pourfendre ce système, cette élite, justement. Oui, mais ils pourfendent le système, mais ils n'apportent pas de solution. Moi, dans mon livre, j'essaye d'apporter des solutions, parce que je pense qu'on ne peut pas dénoncer une situation sans apporter des éléments concrets. Et j'ai toute une série d'idées, alors certaines sont déjà connues, d'autres moins, qui permettraient de réinstaurer un équilibre entre, par exemple, le citoyen et l'État. En France, nous savons tous que l'État a un poids démesuré. Et c'est le produit de toute cette histoire française et de la monarchie. Et il faudrait absolument permettre aux citoyens français de défendre ses droits, ses libertés, de manière plus importante. Vous faites des propositions très concrètes, y compris au niveau des entreprises, à la tête des entreprises et des grands groupes, où vous proposez des rotations entre les hommes et les femmes, afin d'insister vraiment un système à former en fait des profils différents, divers, de tout milieu. Une forme de rotation, ça c'est assez oui, l'alternance, ce permettrait, on observe dans les entreprises et dans les administrations, c'est probablement le cas aussi, que la grande difficulté c'est de trouver des candidates, des femmes candidates d'expérience. Et le grand sujet c'est de créer des viviers. Est-ce qu'on a du mal à les trouver ou est-ce qu'on ne va pas les chercher? On ne va pas les chercher au début, et enfin au début vous avez un certain nombre de personnes, de femmes par exemple, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel type de minorité, enfin dans ce cas des femmes, une minorité très majoritaire, et simplement de les accompagner et d'inciter le système à les former, à leur donner l'expérience nécessaire pour diriger un service, une entreprise, une administration, parce qu'aujourd'hui, il y a un tel manque d'anticipation. On anticipe sans même le savoir, parce que c'est très intériorisé, que seul, par exemple, un homme peut diriger une entité. Et donc, rien ne permet de promouvoir ou de donner des projets, de l'expérience. Et vous proposez des pistes, vous les proposez, et vous avez eu envie, on le disait tout à l'heure, de revenir en France. Vous avez passé de nombreuses années aux États-Unis, en Angleterre, en Russie. Vous aurez pu y rester installé, très bien installé, durablement, oui. Qu'est-ce qui a fait? Quel a été le déclic? J'ai voulu fonder ma famille en France, et puis je crois que j'ai une dette morale vis-à-vis de la France. Morale? Oui, parce que j'ai grandi dans un univers très sensible à la France. Et c'est vrai qu'il y a toute une diaspora aujourd'hui française qui aime faire du French bashing elle-même et qui s'est créé une vie à l'étranger. Moi, j'ai pensé que c'était important de rentrer en France et d'essayer de la construire, même si, il faut vraiment le savoir, quand on est expatrié, c'est difficile de rentrer en France, à la fois sur le plan culturel et même matériel. Vous parlez de cette diaspora, là. Certains ont entre 25, 30, 40 ans. Parfois même, quand ils parlent français, ils ont un accent. Ils sont totalement intégrés dans notre pays, au point de ne pas plus avoir de lien avec la France. Ça vous choque? Ou alors vous dites non, ça y est, ils ont choisi, ils ont été adoptés par notre pays, ils ont adopté un autre pays eux-mêmes. Sur une progéniture qui est française, mais n'a jamais vécu en France,
malheureusement, elle se détachera de la France. On ne peut pas se faire d'illusions sur ce sujet. On est absorbé, ce que je raconte dans le livre, quand on vit pas mal d'années de temps dans n'importe quel pays, forcément, on est happé par le pays en question. Donc ça, c'est un sujet. Mais sur l'idée de s'expatrier, aujourd'hui, il y a à peu près 2 millions et demi de Français dans le monde. Évidemment, si c'est un choix, c'est formidable. Et on a une espérance de vie très longue et il faut saluer ces expériences à l'étranger, quelles qu'elles soient. Le gros problème, c'est le retour. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de Français et de Françaises qui ne peuvent pas revenir en France. Pourquoi ? Pour des questions fiscales, pour des questions d'opportunités professionnelles, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont partis. On pense qu'il y a à peu près 75 000 Français aujourd'hui à l'étranger qui sont à la tête d'entreprises de plus de 10 salariés. Ça fait à peu près 750 000 personnes. Emplois non créés en France. Donc tout ça, les gens construisent leur vie. Et s'ils divergent de leur pays d'origine, c'est encore plus difficile de ressouder. Oui. Il y a eu un attachement quand même, puisqu'ils ont majoritairement voté là, dimanche dernier, et ils ont voté massivement pour Emmanuel Macron. C'est sans surprise, selon vous ? Ils vivent à l'extérieur, ils sont ouverts au monde. Généralement, il faut le dire, ce sont des gens qui ont les moyens de partir, de s'installer. C'était un pas choix, toujours. pas toujours. Vous avez des patrimoines, bien sûr, mais vous avez aussi des jeunes qui simplement ne trouvent pas de travail en France. Et qui sont partis et qui ont choisi Emmanuel Macron, qui est le choix. Oui, parce que c'est le choix de l'adaptation à la modernité et à. Moi, je récuse le terme de mondialisation parce que je pense que c'est un peu un abus de langage. C'est une réalité aussi. C'est une réalité, mais elle est superficielle. Nous ne sommes pas. Regardez, nous avons beau venir d'horizons différents. Dans ce pays, nous nous sentons tous très français et n'importe qui dans le monde nous considérerait comme éminemment franco-français. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a des gens qui sont moins dans le système et qui sont perdants justement de cette mondialisation, qui sont de l'autre côté de la barrière ? Oui, il y en a, mais c'est parce qu'on n'a pas su anticiper, ni former, ni orienter certaines industries suffisamment tôt à l'avance. En gros, un gros problème en France, c'est qu'on est dans une posture défensive en permanence, d'où ces critiques que j'ai à l'encontre de ce déclinisme, et on n'anticipe pas. D'abord, on ne peut pas parler, on ne peut pas dénoncer les problèmes. En général, on les met sous le boisseau, et puis quand c'est la crise, on demande à l'État de jouer un rôle de planche de salut, et en attendant, on n'a pas formé ou réorienté ou simplement accepté que certaines usines se doivent d'être délocalisées, d'autres pas. Il y a des choses où il faut être très pragmatique et se battre, d'autres où il faut être lucide. Et surtout, former. La formation est absolument clé. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a dans son programme des mesures qui sont très importantes, parce que la France, son grand capital, c'est un capital intellectuel et il faut absolument que tous nos jeunes puissent se former pour s'adapter aux métiers de demain. Il y a une grande dose de pragmatisme dans votre livre, on l'a dit aussi, vraiment des solutions concrètes. Alors de manière générale, Félicité Herzog, vous allez me dire que je suis caricaturale, mais vous avez, on peut le dire, le même profil qu'Emmanuel Macron. Ce n'est pas parce que vous êtes banquière que je vous dis cela. Et c'est un milieu qui est favorisé, même si vous avez fait votre parcours, même si vous dénoncez vous-même certains écueils de ce système. C'est quelqu'un peut-être que vous côtoyez, peut-être dans les dîners, peut-être. Je ne dîne jamais. Vous ne dînez jamais dans les déjeuners. Toujours au régime. Comment vous le définissez ? Certains, je ne vais pas reprendre ce que dit Marine Le Pen, mais on l'a entendu tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas trop justement dans ce carcan que vous-même vous voulez dénoncer ? Ce système-là. Il fait partie du système. Attention, parce que lui, non seulement il a été banquier, mais il a aussi travaillé au cœur de la commission Attali, et puis surtout dans les instances de pouvoir. Moi, je n'ai jamais travaillé dans le monde politique français. Donc, vous ne le ferez pas, non. Et puis j'ai travaillé pendant des années à l'étranger, des années, ce qu'il n'a pas fait. Et j'ai travaillé aussi dans l'industrie chez Areva. Mais c'est vrai, c'est un petit peu analogue comme sensibilité. Je veux tout à fait le reconnaître. Il a, je pense, la capacité de lire le monde, de le comprendre. Il a une très bonne maîtrise des codes anglo-saxons. Et je pense qu'il sera capable de remettre
d'avoir cette baguette magique politique qui permettrait de restaurer de la confiance et de rassurer les Français sur la meilleure manière de s'adapter aux défis d'aujourd'hui, qu'ils soient économiques ou intellectuels. En tout cas, au-delà de la baguette magique qu'il aurait ou pas, vous, et c'est concret, on le retrouve dans votre livre, c'est vraiment des solutions concrètes, un volontarisme, un pragmatisme, et puis, il faut bien le dire, une autre manière de voir la France, un petit peu. On casse un petit peu l'image que nous avons souvent, que nous entendons souvent également sur nos plateaux. Donc, c'était agréable à retrouver. C'est justement la France retrouvée chez Flammarion. Merci, Félicité Herzog, d'avoir été notre invitée. Dans quelques instants, la fin de votre émission. Mais d'abord, ce sont les moments choisis sur Public Sénat à suivre. Je trouve qu'Emmanuel Macron, d'abord, avait raison de respecter sa promesse. Il avait dit qu'il irait voir les syndicats, il est allé les voir. L'entreprise a refusé que ce soit dans l'entreprise, donc il les a vus ailleurs. Quand il a appris ça, il a démontré deux choses, me semble-t-il. Un, le courage d'y aller, de rester, de discuter, d'affronter, de dire ses désaccords. Et surtout, il a montré exactement l'inverse de Marine Le Pen ou de François Hollande à l'époque à Florence. Il a montré exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit des bêtises, il n'a pas fait de la démagogie devant des ouvriers. Quand on calque la carte du vote Front National sur le niveau de formation des citoyens, ça correspond. Moins vous êtes diplômé, c'est pas d'être chômeur, hein, mais moins vous êtes diplômé, plus vous votez pour l'extrême droite. Donc l'enjeu fondamental, c'est de réparer cette fracture. Et ça passe par quoi? Ça passe par une politique active en matière d'enseignement, parce que l'enseignement français est un échec. Nous interrompons Claude et Bernard en pleine discussion matinale. Deux ouvriers à la retraite, au sens de l'humour ravageur. On est des tamalous, ouais. Des tamalous, ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, on dit tamalou. Les tamalous sont en fait deux électeurs fionistes, aujourd'hui déboussolés. Une chose qui est sûre, c'est qu'on va être mangé sec. Par qui? Par l'un ou par l'autre. Il y en a un qui veut supprimer l'Europe. Il y a l'autre qui est le candidat des patrons. Alors donc, hein? Et donc vous faites quoi entre les deux tours? J'en sais rien encore. Et au second tour, vous savez pas encore? J'en sais rien du tout. J'irai voter, mais peut-être blanc. Moi, j'aimerais qu'on arrête la guerre parce que sinon, à la fin, il y a plus de gens. J'aimerais que le nouveau président ou la nouvelle présidente aient les mêmes droits et pas d'avantages comparés aux citoyens. Bonjour Monsieur le Président, il y a les mots de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, mais personne ne les applique, donc ils ne servent pas à grand chose pour l'instant. Dimanche dernier, il a déposé un bulletin Fillon dans l'urne. Pas pour l'homme, mais pour le programme. Comme bon nombre de ses clients, il porte un regard désabusé sur la campagne et la classe politique. C'est que les hommes politiques n'écoutent pas les gens. Là, on va voter, il y a des consignes de vote sur certains qui donnent, je trouve que c'est un petit peu, ça veut dire qu'ils oublient aussi, malheureusement, c'est des Français, les gens qui ont voté, que ce soit extrême droite ou Mélenchon, c'est des Français, on les met de côté, ces gens-là. Dimanche 7 mai, pour le second tour, Damien ne s'est pas encore décidé. Je suis un petit peu déçu parce que le fait que M. Fillon ait dit qu'il fallait voter, j'aurais préféré qu'il dise rien. Donc peut-être que par esprit un peu de rébellion aussi par rapport aux consignes de vote, vous irez soit voter blanc, soit Marine Le Pen? Ouais, Marine Le Pen, non, ça m'embêterait un petit peu, mais bon, ça serait la première fois, peut-être par rébellion, voilà, plus pour leur faire comprendre. Mais bon, faut pas que tout le monde réagisse comme ça, parce que sinon, on aurait Marine Le Pen présidente. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Tous les soirs pour On va plus loin, 22h, 23h30, je vous le rappelle. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'info. On se retrouve bien sûr en début de semaine prochaine avec un temps fort. La semaine prochaine, ce sera le débat d'entre-deux tours avec une édition spéciale, évidemment, démarrée à 19h sur LCP et puis jusque tard dans la nuit pour aller plus loin sur Public Sénat. Merci encore. Belle fin de soirée à vous.